Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci vraiment. Je sais que c'est difficile. Et puis, au fond, chaque année, je me dis, cette fois-ci, c'est certain, ils ne viendront pas. Il fait froid. Dans le monde tel qu'il va, franchement, on a mieux à faire que d'entendre parler d'histoire médiévale. Si vous étiez venu il y a 4 jours, j'aurais pu vous souhaiter une vie heureuse dans un monde plus sûr, plus juste et plus généreux, mais même les vœux tombent à plat. Donc, et puis, les années précédentes, je traitais d'amour et de sexualité, alors je comprends que ça puisse vous sembler attirant, mais passer des feux de l'amour au lieu de pouvoir, quand l'on a bien compris l'année dernière que le lieu du pouvoir, c'était le sexe, quel intérêt? Est-ce que c'est l'affiche qui vous a attiré? Il faut dire que j'ai fait des efforts particuliers sur l'argumentaire, sa précision, sur les titres des séances, beaux et intrigants, alors quoi? L'image, peut-être, je ne vois que ça. Un château de contes de fées, le souvenir d'émotions d'enfance, le rêve de prouesses chevaleresques ou de belles dames éplorées, attendant à la fenêtre de leur donjon, comme un livre d'images que l'on feuillette, par exemple celui-ci, qui était dans tant de bibliothèques familiales, Umberto Eco, Pascal Quignard et tant d'autres ont parlé des très riches heures du duc de Berry comme d'une réserve inépuisable d'imaginaire. Donc, si c'est de cela dont vous avez envie, un Moyen-Âge de contes de fées, eh bien, je voudrais d'abord vous dire que vous en avez le droit. L'histoire sert aussi à cela, à s'évader de la méchanceté du monde, à fausser compagnie à l'arrogance du présent. Lorsqu'après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, Jules Michelet fut révoqué du Collège de France, le ministre de l'Instruction publique chercha pour le remplacer le digne représentant d'une science, je cite, bien inoffensive. Paulin Paris, spécialiste de langue et littérature française au Moyen-Âge, se proposa, garantissant par une note datée du 20 mars 1852 que son enseignement, je cite toujours, ne saurait offrir la perspective du moindre danger. Quelle noble ambition! Paulin, père de Gaston Paris, inaugurait là une tradition pratiquement ininterrompue dans cette institution, puisqu'il faut attendre 1970 pour qu'un médiéviste, Georges Duby, ne soit pas un historien de la littérature médiévale. Alors, si c'est cela que l'on veut, c'est le cœur joyeux que je vous dis, bienvenue au Moyen-Âge. Entrons donc par cette porte de l'imaginaire dans ces lieux de pouvoir, puisque tout nous invite à ce voyage onirique. Le château ici représenté est celui de Mehun-sur-Yèvre, l'une des 17 résidences de ce grand bâtisseur que fut Jean de Berry, Jean de France, duc de Berry, duc d'Auvergne, comte de Poitiers, l'un des plus illustres princes du sang, des fleurs de lys, comme on disait dans la France du XVe siècle. Il est fils, frère et oncle du roi, fils du roi Jean le Bon, frère du roi Charles V, oncle du roi Charles VI, et à partir du moment où Charles VI devient fou, à partir de 1392, eh bien, Jean de Berry a un rôle central dans l'équilibre politique du royaume, mis à mal par la folie du roi et par la guerre civile. Mais c'est un prince du sang, donc il est toujours en contrebas du trône royal. Né en 1340, mort en 1416, donc à 76 ans, il vit plus longtemps que la plupart de ses contemporains, y compris de sang royal, et cette longévité contribue aussi à sa stature. Grand politique, bâtisseur, mécène, collectionneur, bibliophile, voilà notre homme, celui bien connu dans sa robe bleue et reconnaissable par son bonnet de fourrure. C'est un orfèvre de ce que sa biographe Françoise Autran a appelé la mise en beauté du pouvoir. Et c'est aussi de beauté, de nouveauté, de cette capacité qu'a le pouvoir à se mettre en beauté pour, croit-il, se mettre en défense, que je voudrais parler aujourd'hui. Depuis, évidemment, les très riches heures du duc de Berry, si ça vous intéresse, il y a une émission qui s'appelle « Allons-y voir » qui en a parlé il n'y a pas si longtemps,
puisque, évidemment, on sait bien que la plus éclatante, la plus évidente, la plus durable des manifestations du pouvoir, le lieu de pouvoir par excellence, c'est le livre. Mais parlons d'architecture, puisque l'un de mes objectifs cette année est d'en proposer une sémantique politique. Soucieux de distribuer les assises de sa puissance sur toute l'étendue de sa principauté, Jean de Berry a mené une politique de construction qui configure son ambition territoriale et dont la première partie des traits riches heures du duc de Berry, les 12 mois du calendrier, offre le panorama. Au-delà de la consolidation de son apanage, dans le centre de la France, duché de Berry et d'Auvergne, du comte de Poitou, avec des extensions vers le comté d'Étampes, Giant, Dourdan, d'Aubigny, le comté de Montpensier, le vicomté de Carlat. C'est une logique spatiale qui est celle de l'itinérance d'abord, de la cour, de l'hôtel. Si l'on calcule ces itinéraires pour une année ordinaire, comme 1376, Jean de Berry est la moitié du temps sur les routes. Et s'il peut attendre 2 ans avant de revenir dans sa capitale du Berry, dans son apanage, il ne passe pas une année sans revenir à Paris, où il loge à la cour du roi, avant de construire lui-même l'hôtel de Nesle et la grange aux Merciers à Bercy. Donc quand on parle d'un espace princier, de lieux de pouvoir, ce sont des lieux de pouvoir partagés. Et c'est évidemment l'émulation princière autour de ce partage des lieux de pouvoir. S'il fait édifier ces châteaux avec tant de soins et de dépenses, précise le religieux de Saint-Denis, c'est évidemment pour se mesurer à la gloire du roi. Avec Mehun, un site perché et forestier dominant la boucle de Lièvre à 15 km au sud-est de Bourges, au nord-est, pardon, de Bourges, on est au cœur de son domaine. Il n'en reste plus grand-chose, vous le voyez aujourd'hui. C'était la place forte de la famille de Courtenay au XIIe siècle, et elle était passée à la maison d'Artois, puis à la couronne de France, attribuée au roi de Bohême Louis de Luxembourg, grand-père maternel de Jean. Donc avec lui, il y a là comme un souvenir impérial qui s'accroche au lieu, et il est confié donc en apanage à Jean de Berry en 1360. Il commence les rénovations, les campagnes de rénovation dès son retour de captivité en 1367, puis à nouveau en 1384. Il est achevé en 1392. C'est l'un des grands chantiers architecturaux du style gothique international, entre rayonnant et flamboyant. Froissart, par exemple, dira de ce château merveilleux que c'était l'une des plus belles maisons du monde. Et du monde, en effet, le goût princier cherchait à rendre la diversité, rassemblant, comme dans cette miniature, justement, l'inventaire des richesses du monde. Dans tout ce qu'il appelait, dans une lettre adressée à son conseiller Pierre Salmon, un certain plaisir en choses étranges. Il s'agissait alors d'obtenir du duc de Gérone le droit de faire venir des tuiliers morts de la région de Valence afin de décorer de pavements du château avec des carreaux de faïence que l'on a retrouvés récemment dans les fouilles. Tiens, un ours, je ne sais pas pourquoi, gardons-le en mémoire. Et il y a ça, il y a des spécialistes siennois aussi de la marqueterie qui travaillent également à Mehun-sur-Yèvre, faisant de ce château un véritable creuset artistique du goût princier. Et c'est d'ailleurs si vrai qu'en 1392, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, expédie un maçon et un charpentier pour l'année suivante y expédier à son tour un peintre, Jean Nemetz, et un sculpteur, Klaus Sluter, pour y étudier la décoration du château. Car on pense alors qu'il porte la marque du goût personnel de Jean de Berry, car en telle chose, il avait grandement sa fantaisie de toujours faire œuvrer de taille et de peinture, c'est-à-dire sculpture et peinture, précise Froissart, ce qui est peut-être, on va y revenir tout à l'heure, une critique feutrée, ou à tout le moins un avertissement. Tiens, une fantaisie, de pure fantaisie. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose comme l'avertissement d'un excès de puissance?
Bon, alors, le château, voilà comment on peut le reconstituer en 3D. Si vous ajoutez à cela le trésor du château, une bibliothèque de près de 300 ouvrages, nous ne sommes pas loin d'une image de conte de fées. Et regardez, d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est ce portail fortifié qui forme l'avant-corps du château au débouché du pont, à 3 arches de pierre qui franchit le fossé, et au-dessus de laquelle, de cette façade monumentale, eh bien, il y a une chapelle, mais une chapelle à 2 étages. En bas, c'est le commun. En haut, c'est l'hôtel du prince. Et au fond, c'est très bien rendu par les frères de Limbourg entre 1411 et 1416 dans les très riches heures du duc de Berry. Les larges verrières qui font rentrer le paysage dans les salles du château, dont on devine là le chatoiement par quelques éclats de couleurs rouge et bleu. Évidemment, bien entendu, ici, les couleurs justement du peintre, la palette, ajoutent du merveilleux dans l'éclat, hein, le miel des murailles, le bleu ardoise fileté d'or des couleurs, mais dans ce portrait de 3/4 en fait, de ce qui est considéré comme finalement un portrait ressemblant du duc lui-même, de sa propension à la mise en beauté de son propre pouvoir, avec une perspective savamment gauchie. En fait, ça rend l'exactitude de l'élévation, de la verticalité de ces élévations, les hautes verrières, les gables, les pinacles, les colonnettes, car en fait c'est la grande nouveauté architecturale de Mehun, la surélévation des tours, surmontées de plateformes, qui sont comme des belvédères qui supportent cheminées, toits coniques, bannières métalliques, autant de constructions légères, aérienne, ajourée, enfin bon, bref, tout n'est que luxe, calme et volupté. Bon. Je continue comme ça, parce que je viens de me rendre compte en fait qu'il y avait 12 mois, donc ça fait 12 séances, donc finalement, oui, c'est tentant, je pourrais d'une certaine manière, toute cette année, faire une promenade aimable dans des palais luxueux. Vous connaissez l'émission télévisée L'Agence? Vous avez la ref? 6e saison, TMC, voilà. Curieux quand même, hein, cette émission. Hein, c'est-à-dire pourquoi, c'est quoi en fait la pulsion scopique d'aller voir des riches s'acheter des demeures somptueuses, cette passion contemporaine pour l'embarras de richesse des people, dont on ne sait pas si elle provoque l'indignation ou la résignation. Je me dis que ça ne peut pas être cela, l'histoire. Quelque chose nous aura échappé dans cette image. Par exemple, tout au bord, là, peut-être vous ne le voyez pas. On zoome. Un lion semble attendre patiemment qu'un animal tombe de l'arbre, comme un fruit mûr, ou le fromage du corbeau de la fable. Il faut dire que son équilibre semble très instable. Est-ce un singe que nenni? C'est un ours. Les ours montent aux arbres, oui, les ours montent aux arbres. D'ailleurs, ça se voit très bien dans l'héraldique de Jean Jouvenel des Ursins, qui a, comme son nom l'indique, l'ours comme emblème, et ça se voit aussi dans le livre de Gaston Phébus, le livre de la chasse. Et évidemment, avec cet ours, nous devons dégainer, pour comprendre cette image, notre bestiaire médiéval, analysé par Michel Pastoureau. L'ours y figure le roi déchu. Redouté pour sa force, il fut peut-être vénéré comme une puissance tutélaire dans les sociétés anciennes. On prête en plus à l'animal brun et velu une sexualité débridée, et c'est pour ça que les rois danois s'enorgueillissaient de l'origine ursine de leur lignée. Ils étaient les fils de l'ours, ce qui rendait jaloux les souverains de Suède et de Norvège. Quant au mythique roi Arthur, eh bien son nom même dévoile la nature ursine, Art
dérive du latin ursus, qui désigne l'ours en vieil irlandais. Et il existe d'ailleurs un tabou sur le nom de l'ours que l'on contourne par des périphrases. Le mangeur de miel dans les langues slaves ou le brun dans les langues germaniques, d'où bear, bar, bjorn en suédois, autant de qualificatifs qui sont à l'origine d'une très abondante anthroponymie. Donc, les bestiaires médiévaux situent l'ours à mi-chemin entre l'animalité et l'humanité. L'ours est l'autre de l'homme. Même stature, même position debout, même manière de se coucher sur le côté, de regarder les étoiles. Et puis, l'homme peut faire l'ours. Donc, il y a un rapport de similitude qui est inverse de celui du singe. Vous avez peut-être pu croire que c'était un singe, mais il n'y a pas beaucoup de chimpanzés quand même à Mehun-sur-Yèvre. Mais le singe, c'est l'inverse. C'est le singe qui simule, d'ailleurs, d'où son nom, hein, simul, simia, simius, qui simule l'homme. Et donc, il singe Dieu. Voilà pourquoi il est si maléfique. Donc, l'Église condamne les hommes qui font les ours, et voilà pourquoi elle ne va pas ménager ses efforts pour détrôner celui qui est encore considéré comme le roi des animaux, lui inventant un successeur plus docile aux lois du Christ, qui est le lion. Donc ici, le lion attend la chute de l'ours. Cette fable du pouvoir ne se comprend pas seulement selon les généralités du bestiaire, mais doit avoir une signification ici contextuelle, que code vraisemblablement l'héraldique. Le lion de Flandre désigne le duc de Bourgogne, avec lequel le duc de Berry tente de maintenir l'équilibre de la paix instable depuis l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans Peur le 23 novembre 1407. D'ailleurs, plusieurs paix se sont succédées depuis, dont l'une des enluminures des très riches heures du duc de Berry, au diptyque des folios 51V et 52, évoque la succession, paix de Bicêtre 1410, paix du Dauphin 1412, paix d'Arras en 1414. Et ce qui est intéressant ici, c'est que chaque paix est incarnée par un prince à un âge différent. Et que ces princes, eh bien, figurent des rois mages, comme l'a montré Laurent Ablot. Je vous la montre parce qu'on est aussi le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, et que cette scène constitue, on y reviendra aussi, l'une des matrices iconographiques de la conception chrétienne d'un lieu de pouvoir. Voilà. C'est effectivement le 6 janvier, la nativité et les mages, qui sont liés évidemment dans le diptyque des rois, des très riches heures. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, le jeune dauphin porte une couronne, le duc de Bourgogne, auprès duquel court un lion, est figuré dans sa maturité, et le duc de Berry, Jean de Berry, notre bâtisseur, donc, est dans sa vieillesse, accompagné d'un ours. Voilà. C'est parce que l'ours est la devise de Jean de Berry, avec le signe blessé, et la branche d'oranger, comme on le voit sur ce contre-sceau, en cire verte, à l'avers duquel, d'ailleurs, il figure en pied. C'est plus qu'un emblème, c'est plus qu'une devise, c'est une devise au sens propre. La devise, c'est une mode qui vient d'Angleterre, et Jean de Berry a été otage après la bataille de Poitiers en Angleterre, entre 1360 et 1364. On dit qu'il est tombé amoureuse d'une dame des Ursines, ours cygne, c'est pas vraiment ça, mais en revanche, tout le monde l'appelait en Angleterre Berry, bear, ours, et donc il s'est identifié à cet animal qui, à ce moment-là, est un animal déchu. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le Jean de Berry, non seulement l'ours est sa devise, mais c'est son totem, c'est le prince aux ours, c'est le favori des ménageries à Bourges, à Mehun-sur-Yèvre. On a conservé une comptabilité de son maître d'ours, Colin de Blairon, qui est au service de Jean de Berry pendant plus de 20 ans, qui est chargé de dédommager les
ceux que les ours blessent, et apparemment c'est quand même un méchant, enfin, il y en a 3, il y a Valentin, Chaplin et Martin, enfin bon bref, on sait tout d'eux. On sait tout de ces ours et on sait que le plus fidèle compagnon de Jean de Berry, ben, c'était l'ours Valentin, le dernier ours à l'accompagner jusqu'à la mort, qui est sculpté à ses pieds sur son gisant par Jean de Cambrai pour son mausolée de la crypte de la cathédrale de Bourges. Et là encore, le choix est audacieux parce que sous le pied des princes, il y a parfois des chiens, parfois des lions, parfois des dragons, mais des ours jamais. D'ailleurs, effectivement, l'identification, elle est complète parce que la tête aussi de Jean de Berry est avec ses pommettes saillantes, avec ses petits yeux rapprochés, avec ses oreilles rondes et décollées, est évidemment totalement ursine. Et puis aussi, on l'a dit, avec son bonnet d'ours, de fourrure d'ours, qui évidemment caractérise ce personnage. Et donc cet ours qui est sur le point de tomber dans la gueule du loup, ici, c'est lui. Ah, mais ça change tout. Évidemment, si on prend le parti de ce point de bascule dans l'image, de ce qui est, au sens propre, au bord de basculer, eh bien, il faut aller jusqu'au bout, il faut voir jusqu'où ça peut nous mener. Et d'abord, en prenant au sérieux la nature dévotionnelle du livre que nous regardons. Les très riches heures du duc de Berry, eh bien, c'est évidemment des heures donc, qui doivent être non seulement regardées, mais méditées. Et la critique a adopté récemment une lecture plus sombre, plus mélancolique du manuscrit enluminé pour Jean de Berry par les frères de Limbourg. Comment, au soir de sa vie, pouvait-il le contempler autrement que comme la bande-annonce de sa mort prochaine? Il n'est d'ailleurs qu'à considérer la première enluminure, la première page peinte du livre, la plus célèbre, qui ouvre le calendrier au mois de janvier et que l'on a vu trop furtivement. Une fête princière, oui, une fête, un festin somptueux qui évoque peut-être le banquet offert par Jean de Berry en janvier 1415 après la paix d'Arras. On voit comment sur la table est une nef sommée de part et d'autre d'un ours et d'un cygne. Elle pourrait même d'ailleurs correspondre à cette salière du pavillon décrite dans l'inventaire du trésor de 1416, qui est estimé à 1000 livres tournois. Et c'est également le cas de certains objets que l'on peut identifier, ainsi que leurs donateurs d'ailleurs, comme les étrennes apportées, on est le 1er janvier, en ce jour de l'an, par quelques grands personnages, le duc de Bourbon, le cardinal de Pise également, et le dais sous lequel est Jean de Berry, se retrouve aussi dans l'inventaire de ces tapisseries, parce que, évidemment, quand on fait l'histoire de ces châteaux, il faut, pour en comprendre le fonctionnement social, l'aménagement des espaces, il ne faut pas les considérer comme des carcasses nues, mais il faut envisager le fait que les espaces sont cloisonnés par du mobilier qui, justement, agence les lieux. Tout est donc réaliste dans cette image de paix, de rituel de paix, y compris d'ailleurs, vous le voyez, pardon, la présence de la guerre qui rôde. Là encore, c'est une tapisserie. Tapisserie qu'on peut reconnaître dans les collections. Une tapisserie qui orne les murs sur 3 côtés apparemment. Une troupe qui sort d'une ville par la porte fortifiée. Le choc chevaleresque d'un combat à la lance. Troie la Grande, lit-on sur la bordure brodée de la tapisserie. Bon, donc, ok, c'est la guerre de Troie, c'est une guerre antique, mais c'est une guerre quand même. Et c'est une guerre brutale. Et c'est une guerre dont l'imaginaire hante cette scène de liesse. Et c'est comme si une menace
pesait sur ce retour de la guerre civile ce retour de la paix en 1415, la menace justement de la guerre civile. Ici d'ailleurs, le jeune écuyer qui s'appuie à la table porte la bande blanche des Bourguignons. Là, le seigneur a la robe verte et au turban rouge et brandit le bâton noueux, agressif du parti d'Orléans. Et le duc est là, à sa place d'honneur. Alors il est tranquille, il est dos à la cheminée. Il y a même, vous avez vu, petite protection en osier pour que l'ardeur du foyer ne vienne pas l'incommoder. Tout est cool, d'accord, très bien. Mais que veut dire cette inscription qui dit « approche, approche ». Il faut, là, en lettres d'or, « approche, approche ». Il faut effectivement s'approcher pour comprendre l'organisation de ce lieu de pouvoir en situation, saisir les gestes, les allusions, les rituels, les objets, les circulations, les animaux. Mais ce qui approche, c'est la mort qui vient. Le temps viendra. Telle était sa devise. Jean est ici Janus, comme le fait remarquer l'historienne de l'art Inès Villela-Petit. Il a la tête tournée vers le passé, son passé, parce que s'il regardait de l'autre côté, s'il regardait vers l'avenir, alors il devrait, en bon chrétien, préparer sa bonne mort. Or, que voit-on dans la dernière image du calendrier en décembre, dans l'imminure du mois de décembre? Eh bien, un choix iconographique qui est tout à fait inhabituel. Dans les calendriers, en règle générale, le mois de décembre, c'est la scène paysanne de l'abattage du cochon domestique. Or là, il s'agit d'une scène aristocratique d'Halali, avec la mise à mort du sanglier. Et cette Halali est placée à l'ombre du château de Vincennes, qui est le berceau de Jean de Berry, là où il est né. Mais vous voyez comment cette animalité, cette sauvagerie vient comme littéralement submerger, y compris la skyline du château de Vincennes. Et là encore, ce passage du cochon au sanglier, de l'espace de l'animal domestique à l'animal sauvage, place Jean de Berry comme possiblement celui qui, vieux sanglier qui se fait dépecer, comme son état se fait démembrer, il le sait bien, à sa mort, peut-être même avant, là encore, c'est lui qui est là. Et donc, le lion, l'ours, le cochon, le sanglier, on comprend aussi comment, pour saisir le fonctionnement de tous ces lieux de pouvoir, eh bien, on doit faire une histoire naturelle, c'est-à-dire qui rende compte de tout ce répertoire des lieux non construits sur lesquels je vais tour à tour m'arrêter cette année: la montagne, le fleuve, la clairière, la plaine, la caverne, le désert. Et c'est ça, effectivement, aussi les lieux du pouvoir, mais aussi, en suivant évidemment la piste animale, élargir la scène au monde des vivants, animaux, humains et non humains. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe sur le mois de mars, le mois de la guerre. La résidence du duc qui est représentée, c'est le château de Lusignan, entouré de ses nombreuses enceintes. Et pour cause, c'est la seule forteresse que le prince obtint par fait de guerre en 1374, après un siège de plus d'1 an. On pourrait donc, là encore, commenter longuement cette image comme l'emblème du Moyen-Âge, envisagé comme le temps des châteaux, celui des guerriers et des paysans, et dire que c'est cela, exactement, un lieu de pouvoir. Je rappelle qu'une des manifestations les plus nettes de la spatialisation des rapports sociaux qui caractérise le système de pouvoir du second Moyen-Âge, à partir, disons, du Xe siècle, et qui le caractérise, je dirais, aux dépens des logiques relationnelles fondées sur la parenté, eh bien, cette caractéristique principale, c'est une domination sociale enracinée qu'Anita Guéraud-Jalabert a appelée la topolignée, c'est-à-dire qui désigne, en fait, un exercice de la domination seigneuriale qui repose désormais sur le contrôle, la transmission
des châteaux autour desquels se constituent des lignées dont la continuité se construit par la reprise d'une génération l'autre des détenteurs de la seigneurie d'un second nom de type spatial, Hugues de Coucy. Le plus souvent, donc, un toponyme castral. C'est très exactement ce qu'on voit ici. C'est très exactement ce qu'on voit ici, un château qui est le visage de la seigneurie qui domine et la terre et le travail des paysans. Bref, lorsqu'on dit aux enfants que le Moyen-Âge est le temps des châteaux, on leur dit la vérité. Mais on leur dit aussi que c'est le temps des fées. Et on leur dit aussi la vérité. Parce que je préfère aussi vous attirer votre attention à nouveau vers un détail qui introduit dans l'image, comme ma bascule ursine, un autre ferment d'instabilité. Une fée rôde parmi les tours. Or, selon la légende, celle que Jean de Berry lui-même fit écrire près de 20 ans après la prise du château de Lusignan, qui est ici représenté en 1393, qu'il fit écrire donc par Jean d'Arras, qu'on appelle le roman de Mélusine. Cette légende montre que Mélusine, c'est la véritable châtelaine, la maîtresse de ces lieux. Mélusine, la fée serpentine que vous voyez ici, ce qui prend forme ici, ce qui trouve son nom, même si ce nom, Mélusine, désigne la merveilleuse instabilité d'un brouillard de mer. C'est un mythe très ancien, celui de cette Mélusine maternelle et défricheuse, dont, dans un article très fameux de 1971, fondateur de l'anthropologie historique, Jacques Le Goff et Claude Lévi-Strauss ont montré qu'elle était comme l'institution imaginaire de l'aspiration chevaleresque à s'ancrer sur des terres, des châteaux, des villes, des lignages, bref, dans des topolignées où se nouent le lieu et le nom. Sauf que la présence serpentine de Mélusine nous rappelle que cette aspiration sociale à faire lieu de la domination chevaleresque ne peut se justifier que par un appel de l'ailleurs. Ça, j'y avais beaucoup insisté dans un cours en 2019, je crois, sur les échappées belles, sur cette capacité, en fait, qu'a la société médiévale de se considéré comme robuste précisément parce qu'il y a un appel de l'ailleurs, parce qu'il y a, d'une certaine manière, toujours la possibilité d'y échapper. En l'occurrence, ici, cet appel de l'ailleurs, dans le contexte de ces années 1390 pour les Lusignans, qui furent, je le rappelle, rois de Jérusalem, d'Arménie et de Chypre, eh bien, c'est l'appel à la croisade. Et c'est par le mythe de croisade que Jean de Berry cherche à faire tenir la société des princes. Ce qui architecture cette société est en même temps ce qui la projette hors d'elle-même. Elle ne tiendrait pas longtemps, elle ne tiendrait pas solidement sans cette hétérotopie, cette possibilité d'un lieu autre. Et voilà pourquoi, malgré le faste et l'orgueil, malgré la massivité de la solidité de ces fondations châtelaines, le prince n'est pas le maître de ces lieux. On pourrait même dire, il n'y a pas de lieu de pouvoir, car nous n'avons pas pouvoir sur les lieux. Ce sont eux qui nous tiennent, on leur appartient, et depuis si longtemps. Car le prince n'est le prince qu'à mesure qu'il se prétend l'héritier de la fée. Et il sait que lorsqu'elle ressurgit, comme ici, Mélusine, qui, dit-on, revient tous les 30 ans, c'est une prophétie. Et ça signale que ce lieu de pouvoir va changer de propriétaire. Et nous sommes là encore sur un point de bascule. Alors, l'inventaire de ces biens, de ces châteaux, de tous ces lieux de pouvoir somptueux, féeriques, prend soudainement une autre dimension, plus grave, plus dramatique, celle de l'annonce anticipée d'une dernière tournée, de la cérémonie des adieux de Jean de Berry à ces lieux de pouvoir. C'est à Paris qu'il va mourir, le 15 juin 1416, dans son hôtel de Nesle. Les frères Limbourg en ont suggéré l'emplacement dans la peinture du mois d'octobre, avec au premier plan le séjour de Nesle, vu depuis la rive gauche de la Seine, écrasé par la masse du Louvre de Charles V,
Et son cortège funèbre à Jean de Berry va rejoindre alors la chapelle de Bourges en parcourant la plupart de ses châteaux, et notamment Étampes, que l'on reconnaît très bien dans la peinture du mois d'août consacrée à la chasse au vol. Là aussi, c'est intéressant parce que la chasse, c'est un rituel de marquage de l'espace aristocratique, mais il y a deux types de chasse. Il y a la chasse à la grosse bête qui, évidemment, propulse dans l'espace indompté de la forêt, qui est totalement masculine, et il y a la chasse au vol, qui est celle du faucon, qui est le symbole de la vie noble, mais aussi de l'amour courtois, et qui se fait effectivement dans un espace ouvert et dégagé. Mais pour l'heure, je l'ai dit, celui qui va mourir, c'est Jean de Berry, et son cortège funéraire gagne aussi le château de Dourdan, au sud de Paris, château dont il avait hérité et qu'il avait embelli, où il séjournait encore en 1415 et qui abritait ses collections les plus précieuses. C'est lui que l'on voit sur la page d'Avril, la reverdie, tandis que les arbres, effectivement, refleurissent dans le verger clos. Saint Paul, Paul de Tarse, a écrit « Vetera transierunt, sed omnia nova ». Les vieux ont beau vieillir, toutes choses sont neuves. C'est cette rêverie sur le temps qui, au moment du départ, fait surgir les choses neuves et nues, comme ces nageurs gris dans l'onde. Non, ils sont bien ici, qui sont comme des têtards translucides et sur lesquels s'émerveillait Pascal Quignard dans les heures heureuses en 2023, donnant là encore une autre dimension à l'émerveillement devant les très riches heures du duc de Berry. J'y puise notamment cette phrase qui pourra aussi nous servir de sésame cette année, dans les heures heureuses de Pascal Quignard. Toute architecture dérobe radicalement en s'élevant un lieu perdu. Quel est ici le lieu perdu? Quand un lieu perd-il son pouvoir sur nos vies? Pour son dernier voyage, Jean de Berry n'ira pas à Poitiers, où les frères Limbourg avaient placé les travaux de moisson, mais il passera par Mehun-sur-Yèvre, comme s'il feuilletait une dernière fois les pages de ces très riches heures. Au moment où les frères Limbourg peignent notre enluminure, Mehun-sur-Yèvre n'appartient d'ailleurs plus au duc de Berry, qu'il a donné en octobre 1414 au dauphin Louis de Guyenne. L'ours titube et est au bord de tomber dans la gueule du lion. La fortune, elle aussi, peut virer de bord. Et vous voyez comme le vent gonfle la voile de la nef, tandis qu'un homme d'équipage tente de la manœuvrer. Mais la mer est trompeuse et la fortune incertaine, et celui qui gouverne risque toujours d'y être ballotté comme ce frêle esquif sans pilote que l'on discerne plus près de nous. Comment d'ailleurs avons-nous pu prendre cette figuration idéalisée d'un lieu de pouvoir pour un rêve politique quand tout la désignait, au contraire, comme une représentation de l'illusion de puissance? Nous intimons l'ordre de nous en méfier, de ne pas céder à la tentation de ces périls. Froissart était clair pourtant, il parlait de fantaisie. Tout dans l'image, et surtout hors d'elle, car bien évidemment, il fallait commencer par là. Quelle heure il est? Je m'étonne, je m'indigne un peu, même que personne d'entre vous n'ait songé à me rappeler à l'ordre. Il y a une fonction dévotionnelle à cette image dans l'ordre du salut qui doit illustrer un précepte chrétien lié au calendrier liturgique, lequel, il suffit de lire. Dominica prima in quadragesima. Nous sommes donc dans les heures de la Passion, et c'est le premier dimanche de Carême. On chante l'hymne de l'introïte
invocabit me et ego exaudiam eum, le chant grégorien du psaume 90, il m'invoquera et je l'exaucerai, car le chrétien entre alors dans un temps de pénitence qui le mène à Pâques. On appelle parfois ce premier dimanche de Carême le dimanche des brandons, du nom des tisons allumés, que l'on promène dans les champs, dans les rues, et autour desquels on danse pour se donner du courage. Car il s'agira d'affronter 40 jours de jeûne et de privation. Et à la messe, on lit l'évangile du désert, c'est-à-dire le passage de Luc 4, 1, 13 qui décrit la tentation du Christ. Pourquoi ? Augustin d'Hippone le commente dans son homélie sur le psaume, c'est en tant qu'il est homme comme nous que le Christ est tenté par le diable, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi sa mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Il était très simple au Christ, juge, de refuser les assauts du diable, de le rejeter. Il a voulu se faire tenter 3 fois pour nous apprendre à résister à la tentation. La tentation, le voilà, ou plutôt les tentations du Christ. Il y en a eu 3. Jésus de Nazareth quitta les rives du Jourdain et fut conduit au désert par le diable qui, 40 jours durant, chercha à le tenter. Au milieu des rocs stériles et des bêtes sauvages, Jésus avait faim. « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre. » Vous voyez là, le diable qui tient la pierre. « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Première tentation, que le Christ rejette. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Ok. Alors, le diable l'emmène plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela, ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. C'est tentant, mais c'est non. Il ne voue de culte qu'à Dieu. Le diable mena enfin le Christ à Jérusalem et le plaça au sommet du temple, lui ordonnant de sauter dans le vide. Les anges le rattraperont bien, à temps. C'est la dernière tentation du Christ. Elle aussi est rejetée. Sa mort viendra et sera un suicide mystique, mais le temps n'est pas venu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Jusqu'au moment fixé. C'est le kairos, au sens propre. Luc, évidemment, écrit en grec, aotou akri kairou, qu'on traduit dans la Vulgate par ab illo usque ad tempus. Le temps viendra. Et la devise de Jean de Berry, à moins qu'il ne faille d'ailleurs comprendre le temps vendra en le temps verra, mais en tout cas, le temps venu est un moment fixé. Entendez, un point fixe dans le déroulement du temps et dans l'espacement, dans l'étalement de l'espace. Il est fixé à l'avance par l'ordre de la Providence parce qu'il a lieu à l'endroit où il a déjà eu lieu. Ce qui est proprement épinglé ici, c'est l'analogie ou l'annonce du lien, du supplice du Christ. Évidemment, voilà ce qui est écrit dans ce livre qu'il tient à la main. Il se tient toujours déjà là où ça aura eu lieu. Entendez le mont Golgotha, qui préfigure ici sa recherche de la base et du sommet, aurait dit un poète René Char, car dans le régime chrétien, qui est un régime de l'inversion, toute élévation approche de la chute. Là est l'économie symbolique de tout pouvoir véritable, la gloire humilie, au sens où qui veut la puissance tombera plus bas que terre, et l'on triomphe, au contraire, par l'humilité glorieuse d'un renoncement à la grandeur. Voilà pourquoi, contrairement à la croyance humaniste dont nous tenterons de faire sans doute la semaine prochaine l'histoire, la mise en beauté du pouvoir ne peut tenir lieu de sa mise en défense. Elle est toujours susceptible de susciter la haine des envieux, et puis surtout, la topologie des pouvoirs au Moyen-Âge doit s'éprouver en situation, savoir comment effectivement la population peut réagir à ça. Et il convient sans doute de se souvenir de ces adjectifs faussement anodins par lesquels les chroniqueurs qualifiaient la politique de construction de Jean de Berry, du soin et de la dépense pour le religieux de Saint-Denis, de la fantaisie pour Froissart,
Qu'est-ce qu'il désigne par là? Il désigne la puissance de débord de la magnificence. La magnificence est une éthique de la dépense. C'est-à-dire cette tentation d'aller au-delà de ce qui est politiquement efficace, cette pure dépense qui est pour Georges Bataille l'autre nom de la souveraineté, et pour Paul Veyne, dans Le pain et le cirque, le bord de la politique. Il y aurait donc beaucoup à commenter parce que ce qui est désigné ici, au fond, c'est le nouage chrétien entre le lieu et le moment, le mystère du « ça a eu lieu », par lequel un peu de temps se replie dans l'espace. C'est cela que le sociologue Maurice Halbwachs a donné à lire dans son grand livre « La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte », paru en 1941, établissant que la mémoire est un fait social qui s'accroche au lieu, c'est-à-dire très concrètement aux anfractuosités des rochers, aux ruptures de pente, aux accidents de terrain, à tous ces endroits qui ne sont pas des lieux de mémoire, mais qui tiennent lieu de souvenir. Je veux dire, des lieux qui retiennent le souvenir pour qu'il n'aille pas divaguer ailleurs, fixer le lieu et le moment pour qu'il trouve à se réaliser dans ce fait de croyance. Voilà, c'est là, je m'aimais pas dans les traces exactes du Christ, à l'endroit même où il a vécu, a souffert et mort pour nous. En ce sens, on décrira un lieu comme l'invention rétrospective de ce qui a été, et même si Dominique Young-Apra reproche à Maurice Halbwachs de ne pas distinguer les lieux saints des lieux sacrés, il décrit cette mnémotopie par laquelle le sociologue donne une description générale de toute cette topographie qui tient lieu de croyance et qui est soumise à une dynamique dont il dresse la grammaire et dont on fera le tour durant ces différentes séances: localisation, délocalisation, relocalisation, dislocation, déplacement, duplication, prolifération, mue par cette énergie mémorielle qui accumule des souvenirs, qui les enchaîne, qui les dédouble, qui les affronte. Même si le lieu fixe le moment, quel est celui que représentent les frères Limbourg dans leur figuration de la tentation du Christ? La première, la deuxième ou la troisième? Je serais tenté d'y voir les trois en même temps. La première, puisque le diable tient manifestement à la main une pierre en forme de cœur, et c'est cette pierre que Jésus pourrait être tenté de transformer en pain, et on comprend mieux alors pourquoi se déploie à ses pieds ce paysage de l'abondance, ici des champs cultivés, là un moulin qui somme une montagne, partout l'accumulation des richesses qui circulent sur les fleuves et par les mers. À l'inverse, la pierre sur laquelle il est juché est nue et stérile. Elle symbolise donc la traversée du désert, mais reconnaissez qu'elle est haute et qu'elle peut ressembler à ce mont de la dernière tentation, depuis lequel il peut embrasser d'un regard souverain tous les royaumes de la terre. Et précisément parce que tout édifice métaphorise la nature, cette montagne devient la montagne magique du temple de Jérusalem, de la troisième tentation. Va-t-il basculer dans le vide? Retenons en tout cas que ce qui est représenté ici, c'est un montage, c'est-à-dire à la fois des édifices construits qui, on l'a vu amplement avec Meun de Yèvre, sont des morceaux du monde vraisemblables et reconnaissables, des portraits ressemblant des lieux, mais entourés de ce que Philippe Descola, dans les formes du visible, appelle des concepts de lieux. Tout cela, évidemment, doit être compris, vous l'avez saisi, et c'est l'objet de ce cours, dans ce tournant spatial qui, depuis les années 1990, anime les sciences humaines, et Christian Jacob, par exemple, qui tentait de faire de ces lieux de savoir des lieux plus concrets que les lieux de mémoire de Pierre Nora, il voyait une influence de ces penseurs de la spatialité, des dispositifs sociaux que sont Michel de Certeau, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu et Michel Foucault, et nous ferons cette année, effectivement, notamment en retravaillant, j'y ai fait une allusion, l'hétérotopie foucaldienne, mais aussi les lignes de vie deleuziennes, nous nous inscrirons dans ce spatial turn. En réalité, il conviendrait aussi de rappeler plus tranquillement qu'il existe une science ancienne qu'on appelle la géographie,
La science des lieux et non celle des hommes, rappelait Paul Vidal de la Blache en 1913, qui, comme son nom l'indique, étudie à la fois la manière dont la Terre est écrite par ses configurations naturelles et dont l'homme écrit sa présence sur la Terre en faisant lieu, c'est-à-dire en habitant son territoire. Et l'histoire médiévale, évidemment, est héritière sans doute de cette double approche, une approche évidemment qui, et ça a été montré par Alain Guéraud, qui insiste sur le caractère discontinu, hétérogène et polarisé de la spatialité médiévale, qui a un espace d'avant l'espace, ou en tout cas d'avant sa rationalisation géométrique, qui lisse, disons, un territoire mesurable et notable. Alors bon, c'est globalement vrai, il ne faut pas en faire un fait de doctrine, parce qu'en fait, il y a des arpenteurs au Moyen-Âge qui se font déjà une représentation bornée et homogène de l'espace, et que cet espace polarisé par les lieux, comme l'a montré aussi Florian Mazel, ne participe aussi d'une territorialisation, enfin n'est pas contraire au territoire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne faisait pas fausse route en allant chercher dans la peinture la question du locus, puisque ça permet effectivement de la peinture d'appréhender cette spatialité discontinue avant justement la réduction ab unicum de la construction perspective albertienne, celle qui impose, on le sait, par la naissance de la perspective, le regard d'un roi borgne sur le monde. C'est-à-dire cette domination écrasante de cette perspective. Alors là, évidemment, c'est un panneau très célèbre sur lequel on reviendra, sur lequel il y a un grand livre d'Hubert Damisch qui décrit sa stupeur quand ce panneau d'Urbinat, il l'avait vu basculer par un restaurateur qui était persuadé effectivement que l'auteur anonyme avait tiré des fils qui cherchaient le point, le clou sur lequel il avait tiré les fils, et qui a fait sauter un petit cône de peinture avec un canif et qui a montré que le clou, il était très exactement fiché dans le trou de la serrure de cette porte à demi ouverte derrière laquelle manifestement quelqu'un nous regarde. Même si, d'une certaine manière, cette image, elle représente très mal la storia albertienne, parce qu'on ne sait pas quelle histoire elle raconte de cette scène, écrit Hubert Damisch. Si scène il y a, on ne saurait dire si l'homme vient de se retirer ou s'il est sur le point de s'y produire. On reviendra évidemment sur cette cité idéale, mais pour l'heure, nous sommes encore effectivement dans cette conception antérieure de l'espace, antérieure à la réduction albertienne par laquelle un espace unifié fera bloc avec une seule histoire. On est dans ce que Jean-Philippe Antoine a appelé les boîtes locales, comme dans Giotto, où dans chaque... c'est comme des écorchés de maisons, des appartements témoins, eh bien, une boîte, un récit, un lieu, un corps. C'est d'ailleurs très exactement la définition aristotélicienne du locus, la somme des lieux occupés par des corps, le contenant premier de chaque corps, écrit-il dans la physique. Et là, on est au cœur, effectivement, chrétien de la notion de lieu. C'est d'ailleurs, pour y revenir, Giulia Puma qui l'a fort bien montré, la scène de la nativité, qui en constitue la matrice fondamentale, le lieu par excellence, le corps par excellence, le pouvoir par excellence, l'événement par excellence, la nativité. On peut la saisir ici, toujours avec Giotto, dans son répertoire naturel anti-architectural. L'enfant est né dans une mangeoire, praesepium, parce que Marie ne trouvait pas de place dans une auberge, Deversorium, précisait l'évangéliste Luc. C'est donc au sens propre un non-lieu, ce qui tient lieu de naissance pour s'y déplacer, et la tradition hésite à situer ce non-lieu dans une étable, stabulum, ou dans une grotte. Mais le plus important, c'est de délimiter, pour que, effectivement, de ce corps, la puissance du lieu fasse naître une histoire, de délimiter par l'étable ou par la grotte
avec les piliers de l'auvent, de hiérarchiser un espace et de diviser l'espace de la nature. Le plus innovant peut-être de ce point de vue-là, c'est des peintres toscans de la Nativité du début du Quattrocento. C'est Lorenzo Monaco, il en a peint 5 pour des prédelles de polyptyques aujourd'hui démembrés, et souvent en écartant la présence des bergers adorants pour se concentrer sur cette scène de dévotion personnelle, puisque en fait la vraie crèche est dans notre cœur et que le lieu sert ici à creuser une intériorité. Et ici, évidemment, les 3 éléments sont combinés. La grotte, qui est traitée de manière théâtrale, comme si les rocs formaient un rideau qui s'ouvrait sur une scène. L'auvent, qui, malgré ses frêles piliers, symbolise le pouvoir de vie, parce que c'est du bois jeune, et par contraste, le mur en ruine, qui est l'ordre du temps qui se trouve ébranlé par ce qui a lieu ici, ce qui a eu lieu là-bas, ce qui aura lieu en chacun d'entre nous si on laisse faire les images. On comprend donc qu'avec la spatialisation du sacré, analysée par Dominique Young-Apra, le locus prend un sens dense, précis, dans l'espace ecclésial. Pour reprendre les définitions de Didier Méhu, c'est un lieu fixe qui est consacré. Alors, dans une église, c'est par le dépôt des reliques dans l'autel qui le rend digne de recevoir le sacrifice eucharistique. Et ce locus est en même temps lieu d'image, lieu liturgique, et qui, justement, au sens où c'est un lieu liminaire, un seuil entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, mais c'est pour ça que le locus ne se comprend qu'en couple avec l'iter, le déplacement, le cheminement des fidèles, ou le cheminement hors de l'Église, et leur transformation, c'est-à-dire leur cheminement spirituel, donc l'horizon spirituel est le corps des élus. Cette double nature du cheminement est prise en charge par le sacrement, qu'on appelle le transitus, et tous ces lieux donc sont transitifs au sens où la valeur du lieu est articulée à sa capacité à transformer la personne et les choses qui s'y trouvent. Tel est le pouvoir des lieux, qui n'est pas de représentation, mais bien de transformation. Comme les images ne représentent pas le monde, mais le transforment. Et voilà, effectivement, pourquoi, au fond, tout lieu est aussi un lieu de parole, est aussi dans la topographie, qui a la mnémotechnique pour matrice, le topos est en même temps le lieu commun de la rhétorique et aussi le lieu où on se retrouve en commun. C'est justement ce qu'a tenté Georges Perec dans ce livre impossible et rapidement abandonné, dont le chantier est paru récemment sous le nom de Lieu. Le projet était le suivant. L'écrivain avait choisi 12 lieux parisiens et chaque année, il tentait de les épuiser par la description, 2 à 2, l'un en décrivant ce qu'il voyait et l'autre, donc sur place, et l'autre de mémoire. Donc ce sont des lieux de mémoire au sens où il décrit les lieux de mémoire. Voilà une autre définition d'un lieu de mémoire. Non pas le haut lieu où l'on peut dire « il s'est passé quelque chose », mais un lieu où l'on n'est pas et que l'on décrit de mémoire. Ce n'est pas un espace, ni même une espèce d'espace, mais bien un lieu, en tant que le lieu se présente comme une surface plurielle d'événements. Voilà jusqu'où nous a mené ce détail de l'ours au bord de chuter dans la gueule du lion. Et c'est ainsi qu'il faut, je crois, regarder les images devant le temps. Ainsi, celle-ci, par exemple, sur laquelle je vais m'arrêter, parce qu'elle m'a longtemps arrêté. Saint Matthieu et l'Ange, peint par le Caravage vers 1602 pour le cardinal français Mathieu Contarelli, qu'on peut voir évidemment dans la chapelle de Saint-Louis des Français, faisant face à 2 autres compositions, la Vocation et le Martyre de Saint Matthieu, et à chaque fois qui mettent en scène l'instabilité d'un banc
par 3 fois, une fois à droite, une fois en face, une fois à gauche. Mathieu chevauche, enjambe et pose son genou sur un banc. Il prend des risques. Le banc est au bord du tableau, il est au bord de basculer. Il va basculer. Il ne va pas basculer. Il va basculer. C'est dans cette indétermination du lieu du politique qu'il faudrait s'installer cette année pour se montrer attentif, effectivement, au point de bascule, car le monde n'est qu'une branloire pérenne, écrivait Montaigne, qui, lorsqu'il disait sa volonté de se peindre lui-même dans ses essais, précisait « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Ah ben vous voyez, ça n'aura pas duré bien longtemps, mes bonnes résolutions. Rien, je le crains, ne sera rassurant dans ce panorama des lieux de pouvoir au Moyen-Âge. Rien n'évoquera nos tendres rêves d'enfance de ce monde qui promettait de rester toujours identique à lui-même, comme, vous vous en souvenez peut-être, le château de mon père, de Marcel Pagnol. Fini les riches demeures de l'agence, terminé les belles princesses et les preux chevaliers, il n'y a pas de secret d'histoire, il n'y aura plus, à partir de la semaine prochaine, 15h, c'est 15h la semaine prochaine, ni des racines, ni des ailes, c'est promis, dès la semaine prochaine, je redeviens méchant. Merci.